comment, en effet, déjà comprendre ce qui nous est arrivé? Comment se fait-il qu'une majorité de personnes est équipée, parmi vous, est équipée d'une technologie numérique et algorithmique de pointe? Comment c'est arrivé? En bon machiavélien, je soutiens qu'il s'agit du coup d'État d'une idéologie scientifique dans une société consentante. Car enfin, parmi vous, personne n'a été obligé, stricto sensu, personne n'a été contraint d'adopter un smartphone et d'avoir recours à finalement des technologies dont certaines, me dit-on, sont construites par des gens proches du pouvoir états-unien. Vous voyez? Donc peut-être parmi vous, certains ont vendu leur Tesla. Non? Pas encore? Voilà, ont rompu leur relation satellitaire avec Starlink, non? Non plus? Bon, en tout cas pour Apple, ça peut encore passer peut-être une sorte de neutralité progressiste, mais c'est suspect. Donc en tout cas, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est passé, me semble-t-il, dans la manière dont les technologies d'IA au sens large sont en train de bouleverser la société, c'est qu'on a affaire à ce qu'un machiavélien du XVIIe siècle, Gabriel Naudet, appelait les coups d'État. La notion de coup d'État peut s'entendre sur le plan politique. Naudet, en bon machiavélien, par référence au chapitre 25 du Prince sur la fortuna et la virtu, estime qu'en fait, un coup d'État, c'est une transformation historique majeure, un peu comme une révolution dans les manières de faire et d'agir sous l'effet d'un groupe social particulier. Alors ça peut se décliner au sein de l'État, ça, mais pas nécessairement. Et donc, moi j'ai tendance à interpréter les choses, notamment dans l'introduction du vocabulaire critique de l'IA, en disant, en fait, l'informatique, intelligence artificielle, traduction, informatique avancée, IA, informatique avancée. On ne va pas spécialement parler d'une intelligence qui serait artificielle. Eh bien, il me semble que les informaticiens bénéficient aujourd'hui de cette dynamique favorable dont parlait par exemple Georges Canguilhem, le grand philosophe des sciences et épistémologue français, à propos de la biologie dans l'analyse qu'il propose pour décrire ce que c'est qu'une idéologie scientifique. Une idéologie scientifique n'est pas une idéologie au sens politique, elle n'a rien à avancer sur le plan politique, mais elle délivre des promesses dans l'ordre de la connaissance qui, à ses débuts, sont plus importantes que ce qu'elle peut valider. Et il me semble que nos collègues spécialistes de sciences de l'information et de la communication, d'économie, parlent d'une économie de la promesse pour le numérique et l'intelligence artificielle. Si nous nous dotons, avec un relatif consentement, même si on ne nous demande pas notre avis pour numériser tous les services, évidemment, bancaires, sociaux, etc., évidemment, de mobilité, eh bien, c'est qu'en fait, nous avons confiance dans un corps de savants, en qui on peut faire parfaitement confiance d'ailleurs, du fait de la validité scientifique et technologique de ce qu'ils proposent, et que cette confiance a transformé l'histoire avec des pouvoirs publics qui en sont parfaitement, en tout cas, conscients, et avec qui il y a un accord assez fort là-dessus. Il n'en demeure pas moins, bien entendu, que la réalité ou le fond du problème est celle d'une société qui, désormais, largement numérisée et sous-tendue par le jeu des algorithmes, obéit à ce que la sociologue Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance. Mais probablement le saviez-vous déjà que, implicitement, vos données sont transformées en matière qui permet un profit aux compagnies qui savent les manipuler. Dans le même ordre d'idées, nous voyons bien comment l'attention est littéralement captée, notamment chez les plus jeunes, mais pas seulement. À tel point d'ailleurs que, moi qui vous parle, j'enseigne à l'université, j'ai souvent en face de moi des personnes qui obéissent au régime attentionnel, non pas d'humains équipés de techniques, mais d'inforgues, qui sont des humains équipés de technologies qui leur permet donc d'avoir accès à des datas, des données finalement infinies. L'inforgue a peur, a une angoisse particulière, c'est l'angoisse du vide. Tandis que le cyborg, il a une autre angoisse, c'est l'étape supplémentaire, l'étape suivante, il a peur de mourir. Et donc vous voyez, l'humain, depuis le XVIe siècle, équipé de techniques, l'humain humaniste donc doit composer non seulement avec la peur de mourir, mais avec aussi la peur, affronter la peur du vide.
Et donc voilà, c'est ce qui a changé aujourd'hui. Il y a un régime attentionnel qui est différent. Évidemment, la suite du sujet, sans surprise, c'est aussi de nouvelles technologies qui servent la raison d'État, avec un péril majeur. Voilà, donc j'illustre le sujet pour vous signaler que, malgré tout, une chose à laquelle je tiens beaucoup en tant que, disons, spécialiste de ces sujets technologiques, c'est de vous signaler qu'il n'y a jamais eu, de toute façon, de société organisée sans technique ni technologie. Il y a des techniques qui sont assemblées pour, finalement, tenir des comptes, pour garder la mémoire des affaires humaines, pour gérer les affaires humaines. Alors, vous voyez, en un sens, qu'est-ce que c'est que l'informatique avancée qu'on appelle intelligence artificielle, si ce n'est finalement un ensemble de tableaux Excel un peu tonique, si vous voulez, un peu autonome, quoi. Mais finalement, d'une certaine manière, rien de plus, mis à part les périls que je viens de signaler. Je m'approche du cœur de mon sujet pour vous signaler que même la démocratie, qui a été inventée en Grèce, à Athènes particulièrement dans l'Antiquité, même la démocratie ne s'est jamais coupée, en tout cas, de techniques qui faisaient corps, qui faisaient système, par exemple l'architecture civique pour pouvoir parler publiquement, pour pouvoir s'écouter, la clepsydre pour pouvoir mesurer le temps de parole, et enfin, même des machines comme celle du tirage au sort, le clérothériode. Alors souvent on méconnaît ça en disant « autrefois, le politique démocratique se faisait entre humains ». Oui, moyennant un certain nombre de techniques faisant système comme dans des technologies. Alors c'est intéressant parce que aujourd'hui, évidemment, nous avons changé. Alors j'arrive au cœur dramatique là, du sujet. Je vais vous raconter une histoire qui est dramatique. Vous allez être marqué probablement par cette affaire. Je confirme. Comme vous le savez, le grand philosophe Jürgen Habermas, qui est décédé hier, est quelqu'un qui a accompagné la pensée démocratique contemporaine en créant notamment le concept normatif d'espace public. Eh bien, figurez-vous que donc des collègues universitaires britanniques ont créé équipés qu'ils étaient donc d'un système qui s'appelle DeepMind, racheté par Google, ont créé un système d'intelligence artificielle basé sur une IA générative, un large modèle de langage, à qui ils ont donné le nom de Habermas Machine. Bon, premier problème, ils n'avaient pas demandé à Habermas, qui était fort mécontent. L'expérimentation Habermas Machine, vous êtes prêts, parce que ça va être stupéfiant. Donc est un témoignage indiscutable de l'humour anglais. Donc les informaticiens et les social scientists, sociologues, politistes britanniques, codent la Habermas Machine, c'est-à-dire fournissent la philosophie de Habermas comme donnée d'apprentissage de cette IA générative. Première étape. Puis ils proposent à la machine de délibérer sur des sujets quand même très embarrassants pour les Britanniques. Faut-il sortir du Brexit ? Que faire de l'immigration ? Comment redistribuer la fortune nationale ? La machine s'exécute et elle rend des délibérations qui sonnent à l'oreille de manière parfaite du point de vue habermasien. C'est raisonnable. Troisième étape, les collègues tirent au sort, sur le modèle de la démocratie participative, une centaine de citoyens et de citoyennes britanniques et leur donnent la même tâche. Les citoyens s'exécutent. Ok, c'est là qu'on voit le comble de l'humour anglais. Un deuxième panel de citoyens et de citoyennes est tiré au sort, à qui l'on demande de déterminer quel lot de délibération semble plus démocratique, plus sage et plus humaine. À plus de 80%, le deuxième panel humain a trouvé que le lot de délibération de la Habermas Machine était plus démocratique, plus sage et plus humain. Aujourd'hui, on vote pour des représentants. Vous voyez ? Donc ça peut nous donner à penser sur la qualité des délibérations dans les amphithéâtres. Alors, il est clair que nous avons ici une optimisation effective des délibérations, parole d'humains engagés, mais il y a aussi une sorte de test de Turing de la démocratie. Je vous rappelle que le test de Turing désigne l'expérimentation, disons, de référence, expérimentale créée par Alan Turing en 1950, qui sert encore aujourd'hui, bien qu'elle soit largement battue en brèche, et aujourd'hui par cette expérimentation-là, pour savoir si on a affaire à un humain ou à une machine.
Donc peut-être ça vous est arrivé de ne pas savoir si vous parliez à un humain ou une machine au téléphone. Moi, je vous avoue qu'au sortir d'une sieste, ça m'est arrivé récemment. Il y a eu une interaction de 6 questions-réponses avec une personne artificielle qui voulait me vendre des panneaux solaires. Mais là, vous voyez, là, c'est le test de Turing de la démocratie. Alors, c'est problématique parce que, bien sûr, le risque est, comme j'ai essayé de le montrer, que, bien sûr, l'autorité des machines, leur capacité à produire des options de délibération et peut-être déjà de décision collective pertinentes, en tout cas crédibles, voire séduisantes, fait courir le risque aux humains d'être transformés dans cet état agentique dont parlait Stanley Milgram dans ses fameuses expérimentations sur la soumission à l'autorité. Alors, ça peut vous sembler une vue de l'esprit, d'où je vous parle, c'est-à-dire en relation avec des expérimentations quotidiennes ou presque hebdomadaires avec des spécialistes d'informatique. C'est là que nous sommes. Nous y sommes. Donc c'est un vrai problème. En dépit de fausses pistes, il y a beaucoup de littérature aujourd'hui qui commence à peut-être nous faire croire qu'il y a la possibilité d'une réelle décision algorithmique, voire d'une démocratie artificielle. Alors, évidemment, même les instances supérieures de conseil s'en mêlent. Vous voyez, par exemple, ce rapport de l'OCDE qui nous invite à réfléchir, à gouverner avec l'intelligence artificielle et proposant l'intelligence artificielle dans la participation civique et le gouvernement ouvert. Autant de choses qui sont de nature à renouveler complètement, probablement, nos usages démocratiques, lesquels reposaient sur l'engagement des citoyens et des citoyennes dans des protocoles, des procédures solennelles. Alors peut-être c'est ça qui va se perdre au profit d'une gestion finalement, au profit non pas des grandes effusions démocratiques, mais au profit de ces moments beaucoup plus obscurs de la décision politique. Comment en est-on arrivé là ? Il me semble que une attitude, si vous voulez, séduisante, tentante, mais absolument pas raisonnable, c'est de dire, voilà, on nous a trahis, l'apocalypse est devant nous, c'était mieux avant. J'essaie de vous montrer qu'en fait, l'interaction entre les savoirs politiques, gestionnaires et la décision humaine a toujours existé. Et de fait, le moment clé, c'est sûrement le moment où l'on passe de la problématique du conseil, donc cher à mon saint patron Nicolas Machiavel, à celle de l'expertise, où l'on voit, avec par exemple les travaux de Condorcet, la statistique apparaître comme un instrument de gouvernement. Et comme je vous le disais, d'une certaine manière, rien de nouveau depuis cette époque-là, en fait, hein, dans le processus de rationalisation des sociétés dont parle Max Weber. Finalement, on voit bien la transformation de l'administration se fait progressivement. J'ouvre une très rapide parenthèse pour ajouter une touche d'effroi. Vous n'imaginez pas à quel point on me demande d'intervenir, certes, dans les entreprises, en tant que philosophe qui a fait de l'éthique des systèmes d'IA, mais à quel point aussi les administrations sont aujourd'hui totalement transformées de l'intérieur par la dynamique, finalement, qui voit les services publics donc se ruer sur les systèmes d'intelligence artificielle au motif d'une efficience supérieure. Par exemple, prenons un exemple, les impôts, par exemple. Il est bien clair que les systèmes d'IA sont absolument remarquables pour gérer la question fiscale. Voilà. Donc, l'algorithmisation des fonctions publiques, alors vous allez me tomber dessus, il y a des fonctionnaires peut-être dans la salle, l'algorithmisation des fonctions publiques n'est un secret que pour les personnes qui ne connaissent pas le sujet. On m'a même, l'autre jour, proposé une matinée de travail avec 200 cadres de l'administration pénitentiaire pour voir comment le système pénitentiaire pouvait être finalement transformé par la société, les modes algorithmiques, et qu'est-ce que ça allait amener, étant donné qu'il n'y a plus de personnel pour garder les prisonniers. C'est ça, ouais. Vous auriez dit quoi, vous ? Bah oui, c'est payé combien ? Je dis, faut réfléchir un peu quand même. Alors, vous voyez, on est arrivé là aussi parce que sur la longue histoire, l'IA n'est pas quelque chose de récent. Sur la longue histoire, le philosophe Hobbes, dans son œuvre monumentale, hein, l'équivalent en gros de Descartes pour la pensée britannique, a proposé dès 1651 ce coup de force quand même, selon lequel raisonner n'est rien d'autre que calculer. Ce qui est un coup de force extraordinaire, voulant détruire le concept théologique d'âme. Vous voyez, on a affaire à quelque chose qui promettait un animal artificiel, à savoir le Léviathan,
qui, de par ses fonctions de rationalisation et de prise en charge de la vie publique, nous donnait une existence confortable. Alors, donc, vous voyez, l'effroi fait la place à l'embarras. C'est que nous sommes dans un État qui régit par ses fonctions publiques une vie qui est une vie apaisée et vis-à-vis de laquelle il est compréhensible qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, finalement, soient motrices pour une transformation. Alors, j'arrive vers la fin. Il me semble important de souligner que le travail est à faire en vue d'une société décente. Ce thème de la société décente a été proposé par Avishai Margalit en 1996, philosophe qui succédait à la pensée de John Rawls dans une réflexion sur la justice. Qu'est-ce que c'est qu'une société démocratique juste ? Margalit avait l'idée qu'une société juste, c'est une société où les institutions ne peuvent pas humilier la dignité des citoyennes et des citoyens. Pour notre part, il me semble que devant des fonctions publiques qui s'algorithmisent, vous voyez, dans la perspective de ce que j'appelle une sociotechnie, la manière dont nos sociétés aujourd'hui sont sous-tendues par les technologies, il faut penser une nouvelle sociotechnie, un régime sociotechnique. Peut-être que la clé se trouve dans la formulation que je propose, trouver des systèmes d'algorithmes à la fois efficients, fiables, utiles, mais aussi susceptibles de ne pas être nocifs ou même dangereux pour celles et ceux qui les utilisent ou les subissent et qui ne dégradent pas leur dignité sociale et humaine. Alors, il est clair que nous ouvrons ici un chapitre nouveau de la réflexion politique. Il faut consigner dans des registres particuliers, qu'on peut appeler des cahiers de doléances, adressés à l'État, aux grandes compagnies d'IA, si elles nous entendent, il faut adresser le répertoire de la souffrance algorithmique. À chaque fois qu'un fonctionnaire, par exemple, et j'en suis un, est assigné à une plateforme qui marche mal et qui lui prend plus de temps que le travail entre humains, avec des moyens plus simples, comme un mail ou un téléphone, eh bien, il faut le décrire et en témoigner. Vous voyez, et ainsi, nous pourrons peut-être parvenir à une société décente du point de vue de l'usage de l'IA. En machiavélien, je soutiendrai une option républicaine plutôt que libérale, à savoir le pouvoir collectif est quand même extrêmement important pour la politique, et je vous invite à réfléchir ici à Nantes, comme j'essaie de le faire dans mon bassin d'évolution du côté des Alpes, à des états généraux de l'intelligence artificielle. Vous voyez, évidemment, en demandant à nos élus de mobiliser la compétence experte des citoyens sur le mode des conventions citoyennes, par exemple. Et je vous invite à regarder cette expérimentation remarquable, déjà un peu ancienne, de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA, où, sur le territoire de Montréal, des citoyens tirés au sort, des experts informaticiens, des gens spécialistes de sciences humaines et sociales, d'où les gens du département de philosophie, d'éthique et de philosophie politique de Montréal, et des entreprises s'étaient rassemblés pour proposer ce que j'ai identifié comme, finalement, en faisant référence à un concept classique de notre littérature, comme un moment machiavélien, c'est-à-dire un moment où il peut se produire une décision collective sur telle ou telle orientation. Vous voyez donc une transformation des modes d'être communs par le biais de l'algorithmisation des fonctions publiques notamment, et un certain retard dans la capacité des citoyens et des citoyennes à prendre position sur les orientations qui seraient collectivement souhaitables. Dans ce travail, il faut le souligner, de nombreux acteurs nous sont finalement favorables, à savoir les activistes, qu'ils soient donc entretenus, si je peux m'exprimer ainsi, favorisés par l'État, comme par exemple l'État Lab ou l'Observatoire des algorithmes publics, j'ai terminé, qui met à notre disposition un comparateur d'IA en accès libre extrêmement intéressant, ou bien les activistes, vous voyez, qui prennent sur eux-mêmes d'être ces nouveaux héros, comme la Quadrature du Net ou dans les algorithmes, qui nous permettent de nous éclairer nous-mêmes. Voilà. Alors, vous voyez, dans ces conditions, peut-être l'IA peut devenir, comme le signale ma collègue Hélène Landemort, peut-être devenir, pour cette grande spécialiste de e-démocratie, un partenaire démocratique, en optimisant la qualité des délibérations publiques. Peut-être qu'il y a un sens fort à donner à l'expérimentation de la Habermas Machine, qui n'était pour l'instant qu'une expérimentation et, vous voyez, ce que me semble être l'expression de l'humour anglais. Alors, dans ces conditions, vous voyez, il va falloir
à la fois développer la culture scientifique, technique et industrielle, notamment par le making, par le fait que toute personne devrait pouvoir démonter son ordinateur, comprendre les réseaux. Donc, nous sommes en retard à cet égard pour véritablement arriver à quelque chose d'assez connu qui est la convivialité illichienne, à savoir quelque chose où les outils ne sont pas au service des monopoles, mais au service des personnes qui s'en servent. Alors, bien sûr, le grand problème, un des problèmes majeurs n'a pas été abordé, je vous prie de m'en excuser, à savoir que, finalement, ces systèmes qui sont extrêmement dispendieux en termes matériels, qui réchauffent l'atmosphère, doivent aussi être régis par une éthique environnementale de l'intelligence artificielle, dont les majors, les grandes compagnies d'IA, mais aussi la plupart des informaticiens, pour l'instant, n'entendent pas parler ou ne veulent pas entendre parler. C'est tout à fait problématique, ça. Et c'est un enjeu pour les citoyens et les citoyennes qui envisagent finalement les choses un temps long des générations humaines. Il est évident que ces systèmes sont extrêmement dangereux. Alors vous voyez, je termine. Il s'agit bien, comme le propose un des thèmes forts d'une éthique de l'IA un peu forte, un peu maximaliste, de décoloniser l'IA. Il s'agit de refonder l'humanisme démocratique au-delà de la perspective strictement humaine, de l'anthropocentrisme et de l'entre-soi de notre espèce, ce qu'on appelle le spécisme, de penser une intelligence artificielle qui puisse favoriser l'environnement, ou alors de restreindre considérablement nos usages numériques et algorithmiques. Donc, il s'agit de contribuer ainsi à civiliser la société algorithmique, car sans cela, elle ne le sera pas. Merci pour votre attention.